Hello tout le monde, ça y est, on y est, deuxième épisode de la saison 2 d'Histoire d'Astro et on est enfin avec le fameux épisode Astrolabe dont je vous parlais sur les réseaux sociaux et dans le premier épisode de la saison. Je suis trop contente d'enfin l'enregistrer parce que c'est une idée que j'avais eue à la fin de l'année pendant le moment où j'avais décidé de faire un break. De toute façon, c'est simple, j'avais décidé de faire un break pour le podcast parce que je voulais voir un petit peu quelles idées allaient émerger pendant un temps de pause et vraiment le lendemain du jour où j'ai annoncé que je voulais faire ce break-là, j'ai eu cette idée et du coup, j'étais trop excitée à l'idée de la mettre en place et finalement, ça m'a pris un temps infini parce que bon, vous avez suivi, le début de l'année a été intense pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans le premier épisode de la saison. Je vais pas vous raconter ma vie, si vous ne savez pas de quoi je parle, bah, recommencez, la saison au premier épisode. Mais voilà, en tout cas, je suis trop heureuse de enfin pouvoir lancer cette nouvelle, série. Alors c'est pas une série, mais en tout cas ce nouveau typologie ce nouveau typologie? Attends quoi? En tout cas, ce genre d'épisode, avec vous parce que quand j'en avais parlé sur les réseaux, vous aviez, été assez enthousiaste et du coup, ben, ça me tenait à cœur de pouvoir le faire rapidement. Voilà. Alors, je vais pas spécialement m'étendre sur ma vie, mon œuvre parce que, bah, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire depuis l'épisode 1 qui est sorti il y a 2 semaines. Juste ça y est, c'est bon, c'est officiel, je suis enfin 100 astrologue. J'ai arrêté ma mission freelance et donc, bah, là, c'est ma toute première semaine où je suis pleinement à 100 sur l'astro et c'est pour ça que j'ai enfin l'espace mental pour faire cet épisode-là. Je suis comme une ouf depuis ce matin, j'ai pas, prévu énormément de consultations cette semaine. J'ai fait exprès de bloquer mon calendrier. Comme ça, je peux faire tous les trucs qui traînent dans ma to do depuis, 1000 ans et donc je suis en train de me créer un site, je fais cet épisode-là, je suis en plein bonheur. Voilà. Je sais pas si vous connaissez le Zeigarnik Effect, mais en gros, c'est quelque chose qui fait que, tant que tu as des tâches que tu as commencées mais qui ne sont pas terminées, c'est tout le temps en toile de fond dans ta tête et moi, en gros, ma tête, c'était vraiment un peu une espèce de pastèque pleine de Zeigarnik Effect. Et là, du coup, je suis en train de, petit à petit, venir clore toutes ces pages et donc, bah, forcément, je suis trop contente. Du coup, l'idée avec, ces épisodes Astrolabe, en fait, c'est tout simplement de venir vous montrer comment je fais pour décrypter un thème astral à partir de problématiques. Donc il faut se dire que ça, c'est quelque chose que je fais normalement en consultation. C'est des consultations qui s'appellent les astrofocus. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont une problématique, une thématique précise qu'ils ont envie d'explorer et du coup, pendant une demi-heure, moi, je leur dis ce dont, bah, voilà, ce que leur thème exprime là-dessus et on en parle. Bon, là, l'idée, c'est que je vais pas pouvoir passer une demi-heure par problématique parce que sinon, je vais tous vous perdre en cours de route. Donc, j'ai abordé les problématiques en, regardant les choses qui me sautaient aux yeux et qui pouvait venir expliquer, le problème, ou enfin en tout cas, le fait que la personne se sente comme ça, en ce moment ou par rapport à son thème. Mais voilà, je plonge pas, corps et âme, dans le thème. Je fais exprès de rester aussi, enfin voilà, dans quelque chose, pas de la surface, vous allez voir, mais en tout cas d'essayer de rester simple parce que l'idée c'est de vous montrer comment je réfléchis, comment je rentre dans le thème, et de vous apporter des clés, sans pour autant, passer 30 minutes par problématique parce que comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant, quand j'ai lancé le concept sur les réseaux sociaux, j'en ai reçu beaucoup. Là, on va en regarder 5 pendant l'épisode. Donc si je faisais une demi-heure, fois 5, bah, on s'en sortirait pas. Et du coup, l'idée, c'est de rester, voilà, de simple, de donner quand même des clés aux personnes qui m'ont gentiment, proposé leur thématique, mais d'explorer ça, tranquillement, on va dire entre, 5 et 10 minutes par, problématique. On verra, j'avoue que comme tout c'est un concept nouveau, hein, je vous cache pas. On se lance là-dedans ensemble. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Je suis en train de tester d'ailleurs un outil. Je suis en plein, voilà, j'espère que ça va bien se passer parce que, on est en plein Mercure rétrograde et donc c'est des moments généralement où on peut avoir des bugs technologiques notamment et là, comme, je cherchais l'outil idéal pour, bah, pouvoir projeter mon écran et cetera, en même temps me filmer, enfin voilà, j'en ai pris un où je suis en essai, période d'essai de 14 jours et au bout de 14 jours, c'est 288 €. Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais pas vu les mails d'alerte qui me disaient: «Hey, bientôt c'est fini» et du coup, le jour de Noël ou la veille ou le lendemain, je sais plus, mais bon bref, vers Noël, je vois un débit de 288 €, genre cadeau. Bon heureusement, j'avais réussi à annuler le truc, à me faire rembourser. Mais là, l'idée, c'est que, bon, on verra comment ça fonctionne. L'idée, c'est peut-être pas que je dépense 288 €, juste pour les astrolabes. Mais voilà, je teste cet outil-là, on verra ce que ça donne, et voilà.
j'espère que tout va bien se passer. Allez, donc déjà, je tenais à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont proposé gentiment, leurs problématiques. Évidemment, j'ai reçu pas mal de demandes. J'ai pas pu toutes les accepter parce que, bah, sinon il y en aurait eu trop. Je referai d'autres épisodes si ces épisodes fonctionnent bien et puis, en fait, j'ai aussi essayé de prendre des problématiques qui étaient assez diverses et variées pour vous montrer, en fait, l'étendue de ce qu'on peut voir dans un thème astral. Donc bon, bah, quand j'avais eu quelque chose qui se ressemblait, même si bien sûr chaque thème est différent et donc on peut l'aborder, et avoir des problématiques, similaires, pour de toutes enfin des raisons complètement différentes. J'ai, tenté de faire voilà, de faire des choses qui soient assez, variées. Donc on va se lancer avec le premier thème que je vais vous projeter, dès à présent. Voilà, et donc nous sommes avec le thème d'Élisabeth. Alors, je vais vous lire, la problématique à chaque fois et puis je vais vous raconter un petit peu moi, mon interprétation, comment je suis rentrée là-dedans. Alors, Élisabeth en fait me dit: «Je ne sais pas si c'est possible de voir ça en astrologie, mais mes parents ont coupé avec leur famille. J'ai également à mon tour coupé avec ma famille. Ma mère a élevé ses 2 derniers petits frères et sœurs et les a abandonnés et j'ai eu le même rôle avec mes 2 derniers frères que j'ai aussi abandonnés. La problématique est évidemment le fait d'avoir coupé avec eux, mais la redondance de situation m'interpelle également. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut voir dans un thème astral. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le transgénérationnel, c'est quelque chose qui me passionne et donc bah, forcément quand j'ai vu cette thématique-là, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant. Donc là, l'idée en fait, c'est de vous dire, un petit peu comment moi, quand je vois une problématique, bah, si par exemple on vient me voir en séance, comment je vais réfléchir et ce que je vais aller chercher comme information pour pouvoir répondre à la personne. En l'occurrence, là, on est sur une thématique, de fratrie. Donc quand on veut regarder les frères et sœurs dans un thème astral, il y a plusieurs choses que l'on va regarder parce que je le rappelle, en fait, une information dans un thème, elle doit se recouper à plusieurs endroits pour venir vraiment confirmer l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc par exemple, pour cette thématique-là, vu qu'on est sur la fratrie, on va venir regarder Mercure. Donc Mercure, c'est une planète qui, à la base, parle de communication, hein, de la manière dont on réfléchit. Enfin, généralement, on le voit, beaucoup passer, sur les réseaux, là-dessus, notamment quand on parle de Mercure rétrograde et cetera. Mais Mercure, en fait, représente également les frères et sœurs. Et petite anecdote, il peut représenter aussi l'oncle, voilà, histoire de de corser le truc. Mais donc voilà, donc quand on regarde, quand on a une thématique qui touche généralement à la fratrie, on va déjà regarder la position de Mercure en position de signe et de maison. Ensuite, on va regarder aussi la maison 3, qui est une maison qui parle également de cette thématique-là et moi j'aime bien regarder aussi le signe du Gémeaux parce que, bah, Gémeaux égale Mercure, maison 3, enfin tout est connecté, hein, dans tous les cas, il faut savoir que chaque planète est liée à un signe, qui est lié aussi à une maison. Donc en fait, bah, c'est simple, quand vous voulez explorer une thématique, vous allez regarder, la planète qui touche à cette thématique, la maison qui touche à cette thématique, le signe qui touche à cette thématique. Donc là, en l'occurrence, on voit que Élisabeth, elle a effectivement Mercure dans la maison 1. Donc déjà, la maison 1, c'est la maison de notre identité, comment on grandit en fait, dans ce monde et comment on agit aussi face aux événements de la vie. Donc on voit qu'en l'occurrence, Mercure est, dans sa maison 1 conjointe à Vénus, Vénus, la planète des relations. Donc on peut se dire que, la notion de fratrie, des frères et sœurs, va avoir une place assez importante dans le développement, de son identité et on peut voir que Mercure est rétrograde. Alors c'est assez commun, d'avoir Mercure rétrograde puisque Mercure, rétrograde 3 à 4 fois par an, mais ça peut venir effectivement signaler un premier point, qui pourrait demander de l'attention. Bon là-dessus, moi, pour le coup, c'est pas forcément ce qui m'a interpellée le plus, hein. J'ai juste commencé par là parce que je trouvais ça intéressant déjà de voir qu'effectivement la fratrie est dans sa maison 1, donc ça, pour le coup, c'est indéniable que encore une fois, je le précise, hein, s'il y avait que ça dans son thème, j'irais pas lui dire que, potentiellement ses frères et sœurs ont une place importante dans sa vie. Mais là, comme en gros, il y a d'autres choses dans son thème, effectivement, on sent que ça va être un sujet. La deuxième chose, c'est la maison 3. Donc la maison 3, déjà, on voit qu'il y a Jupiter, dedans. Jupiter, c'est une planète qui grossit tout ce qu'elle touche. Qui veut dire aussi, je vais pas le dire à chaque fois, mais qui veut dire plein de choses. Mais moi, forcément, quand je vois Jupiter dans la maison 3, je me dis: «OK, effectivement, elle a eu un rôle assez important». Enfin, il y a un focus fait sur, la fratrie.
En l'occurrence, sa maison 3 commence en Capricorne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Capricorne, c'est un signe de responsabilité. Donc, par exemple, on peut se dire de manière très simple: «OK, dans le domaine de la fratrie, ça a été quelqu'un qui s'est positionné comme la personne responsable». Sauf que ce qui est intéressant dans sa maison 3, c'est que, Jupiter est là, certes, mais il est en Verseau et le Verseau, c'est un signe qui peut parler de point de rupture. En tout cas, c'est une énergie qu'on peut retrouver sur le fait d'avoir eu des séparations à un moment donné ou à un moment où on se dit: «OK, je coupe». Et d'ailleurs, on voit que sa maison 4, qui est la maison, de la famille, des racines, est en Verseau et donc ce qui fait qu'on sent que cette énergie, de coupure, elle peut effectivement, s'être transmise avec les racines. D'ailleurs, puisqu'elle le dit elle-même, c'est quelque chose qu'elle retrouve dans le schéma familial. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, quand on regarde, une maison et qu'elle est sur plusieurs signes, c'est que généralement ça vient raconter une histoire. C'est au début comment on aborde la situation et puis finalement ce qui se passe ensuite. Donc au début, on est dans cette énergie de responsabilité et puis ensuite on voit qu'il y a éventuellement, cette, prise de distance qui est faite avec l'énergie du Verseau. Si on regarde, le maître de sa maison 3, parce que donc chaque maison est associé à un signe et ce signe-là est associé à une planète, on appelle ça le maître de la maison. Eh bien, on va regarder la position du maître et là, on voit qu'en l'occurrence, donc le maître du Capricorne, c'est Saturne et il est juste à côté de son soleil. Donc on sent bien qu'en fait, toute cette histoire de fratrie, c'est quelque chose qui, vient toucher intrinsèquement sa personnalité puisque ça touche le soleil. Donc probablement, effectivement, que quand elle était plus jeune, elle a eu cette énergie de responsabilité, Saturne. Mais on voit aussi qu'à côté de son soleil, il y a Uranus. Donc on sent que, son soleil, il est en sandwich. D'ailleurs, je n'agite absolument pas la souris sur l'écran depuis tout à l'heure. J'étais à fond dans ce que je disais, mais voilà. Son soleil, il est pris en sandwich entre Saturne qui parle de la responsabilité, hein, qui maîtrise sa maison 3, et puis Uranus qui est une planète qui parle de, rupture comme j'ai pu le dire. Elle parle de plein d'autres choses, mais là, en l'occurrence, sous ce prisme-là, ça parle de ça et qui maîtrise sa maison 4 puisque Uranus maîtrise le signe du Verseau. Voilà, donc déjà là, on peut voir effectivement se dessiner le fait que oui, elle s'est occupée, de ses frères et sœurs, mais il y a eu quelque chose qui s'est brisé. Et ce qui est intéressant dans son thème, pour le coup, moi, ce qui m'a directement interpellée, c'est qu'effectivement, la signature transgénérationnelle, eh bien, on la retrouve à plusieurs endroits. Déjà, on voit que tout ce pôle-là, tout à l'heure, je disais que j'aimais bien aller regarder aussi le Gémeaux. Tout ce pôle-là, justement, dont je parle depuis tout à l'heure, il est en face du signe du Gémeaux, et où on retrouve Lilith et Chiron. Alors là, pour le coup, c'est très, très intéressant comme signature parce qu'en fait, Chiron et Lilith, c'est 2 points dans le thème qui viennent parler de blessures. Et la maison 8, c'est une maison qui parle de choses qui ne sont pas digérées, enfin voilà, on sent qu'avec cette signature-là, il y a elle qui souffre d'une blessure en lien avec ses frères et sœurs. Enfin pardon, du coup, je dis frères et sœurs, mais en l'occurrence, je pense que c'est ses 2 frères. Je confonds avec sa mère qui s'est occupée attendez, je vais pas dire n'importe quoi. Ses 2 derniers frères, ouais, c'est ça. Donc on sent qu'elle, effectivement, avec cette signature-là, elle souffre, d'une blessure en lien avec ses frères. On voit, hein, que Chiron, donc la blessure, Chiron, c'est le mythe du guérisseur blessé. L'endroit où se trouve, Chiron dans notre thème indique un endroit de vulnérabilité, quelque chose d'extrêmement sensible. Donc en Gémeaux, pour le coup, ça peut être aussi bien quelque chose en lien avec la communication que en lien avec la place dans la fratrie. Et son chiron, il est hyper intéressant parce que vous le voyez, il est au 11e degré, tout comme son soleil. Donc ça veut dire qu'en fait, cette problématique, elle vient la toucher directement, elle, dans son identité. Et en fait, ce qui est assez interpellant ici, c'est que Chiron est à côté de Lilith. Et Lilith, c'est un point qui vient parler de zones d'ombre, de choses qui sont enfouies et qu'on peut avoir du mal à regarder en face. Donc, elle peut ressentir par exemple de la honte avec le fait d'avoir du coup laissé de côté ses frères, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrême en fait, ces 2 points-là qui viennent parler quelque chose de, bah, en fait, je ça s'est fait comme ça, c'est dur à regarder en face, mais à un moment donné, on avait atteint un point de rupture.
En astrologie transgénérationnelle, la maison 8, c'est non seulement la maison, de la honte et cetera, mais aussi c'est la maison des deuils qui n'ont pas été faits et donc en fait, c'est la signature, là, quand on regarde, de effectivement, elle porte un schéma transgénérationnel qui se répète et d'ailleurs, si on regarde, donc le soleil représente la figure paternelle, la lune représente la figure maternelle. Bon, déjà, elle a la lune au milieu du ciel, donc on peut se dire que la figure maternelle, a un impact assez conséquent dans elle, la manière dont elle va se construire, dans le monde, hein, puisque c'est ça le milieu du ciel et on voit que sa lune, du coup, vient toucher effectivement Mercure. Alors on pourrait se dire qu'à un certain point, la responsabilité qu'elle avait envers sa fratrie venait la limiter, elle, dans son développement. Quand on a la lune au milieu du ciel, on a un besoin, en fait, de réussir, en fait, de réussir, d'être reconnu pour sa propre valeur. Là, en plus, sa lune est en Lion, donc peut-être qu'à un certain point, je connais pas son histoire, mais en fait, elle a été freinée, elle a dû prendre le choix entre continuer à s'occuper de ses histoires, de famille ou alors venir accomplir ce dont elle avait réellement besoin, elle, prendre la place dont elle avait réellement besoin. Et donc, ça, c'est un point qui est assez intéressant, mais pour en revenir à la question du transgénérationnel, on voit aussi que sa maison 12 est particulièrement habitée, notamment avec son nœud sud qui est vraiment collé à Pluton et qui est en Scorpion. Donc ça, c'est des signatures qui sont assez fortes pour le coup, où moi ma conclusion en fait quand j'ai regardé du coup le fait que maison 12 chargée en Scorpion plus la maison 8, avec Lilith Chiron et cetera, on sent bien qu'en fait elle porte quelque chose, elle porte une signature transgénérationnelle, de quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'elle a par mimétisme en fait, reproduit un schéma qui n'a pas été digéré dans sa famille. En maison douce, si vous voulez, en transgénérationnel, on va retrouver, non pas les choses qui sont, cachées, parce que ça, c'est la maison 8, mais c'est les choses enfin, c'est le principe de duplication, de répétition. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des placements, dans cette maison-là, c'est intéressant de regarder quelles sont les planètes qui sont ici, parce que généralement, ça va venir parler de choses qu'on va pouvoir répéter à notre tour, parce que c'est ancré, en fait, en nous de manière complètement inconsciente. Et c'est une maison aussi, la maison 12, qui est intéressante à regarder, pour la grossesse. En fait, si vous voulez, un thème, c'est en maison 1 le début, en maison 12 la fin et donc si on le regarde d'un point de vue aussi cyclique, en maison 12 on retrouve, la fin de la grossesse de sa maman. Donc par exemple avec nœud sud, enfin plutôt avec Pluton en Scorpion en maison, 12, j'aurais tendance à dire, il faudrait qu'elle pose la question à sa mère de quel était le climat dans lequel elle a été, portée dans les derniers mois. Parce que Pluton dans cette position, en fait, ça peut parler de venir au monde dans un climat où il y a eu un deuil et où le deuil n'a pas été digéré. Alors peut-être que c'est, en fait, comme l'astrologie, on peut le lire à plusieurs niveaux. Soit effectivement, on peut se dire qu'elle a été marquée, pendant, la grossesse par, les sentiments de sa maman à cet égard-là. Il faudrait voir peut-être s'il y a eu un deuil, qui c'était. Si c'est en lien avec, les membres de la famille qu'elle a abandonnés, par exemple. Enfin, je fabule un peu, il faudrait voir, tu vois? Mais en tout cas, il y a une perte qui a été non digérée et on le retrouve à la fois dans la maison 12 et dans la maison 8. Je l'ai pas dit aussi, mais Lilith dans cette position, ça peut parler d'un manque, d'une perte. Donc c'est comme si, en fait, quand on regarde son thème, on se rend compte qu'il y a, toute cette thématique autour de peut-être un frère, une sœur à un moment donné, qui n'a pas été là, une sorte de honte autour de la fratrie et en fait ce schéma se répète. Alors moi, je suis pas assez calée, en tout cas, pour savoir exactement quelle est l'histoire. De toute manière, je sais pas si on pourrait voir précisément, avec le thème. Bien sûr, les grands astrologues peut-être pourraient retracer l'histoire. Mais moi, je vois en tout cas qu'il y a une histoire autour de, un manque, peut-être un mort non digéré, ou, une honte autour, d'un frère et sœur. Hem et donc il y a aussi toute une thématique autour de la communication parce que comme je le disais, le Gémeaux, Mercure, la maison 3, c'est aussi des thématiques autour de la communication. Donc là, moi, ce que ça me donne envie, de proposer, c'est de venir, en fait, creuser l'histoire familiale pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué et pourquoi aujourd'hui, elle le porte. Et ça, il y a un outil qui peut être particulièrement efficace pour ça s'appelle les constellations familiales. Une constellation familiale, si vous connaissez pas, en fait, c'est une, comment dire? En fait, tu te réunis avec des personnes. Alors ça peut se faire aussi avec des petits bonhommes en figurines, mais moi personnellement quand je l'avais fait, c'était dans un groupe de personnes. Tu viens pour une, thématique, par exemple, bah, là en l'occurrence Elisabeth qui arrive en disant: «Bah, voilà, moi j'ai dû laisser de côté, mes 2 frères, ma mère avant moi, l'avait fait aussi, et donc du coup, j'aimerais comprendre, ce qui se joue» et tu vas choisir des personnes, dans le groupe pour incarner par exemple
ta mère, les 2 frères qui ont été laissés, les, oncles et tantes du coup donc les frères et sœurs de la mère, et cetera et donc en fait, il y a une espèce de scène qui va se mettre en place et qui va permettre en fait de, venir comprendre alors c'est complètement perché, mais je vous jure vraiment je l'ai vu, c'est absurde comme scène. Les gens commencent à se comporter dans le rôle de la personne. Mais c'est énergétique, c'est-à-dire que moi aussi pour l'avoir joué, il y a des moments où en fait donc, la personne qui va leader la constellation va te dire: «OK, toi donc tu es dans le rôle du frère, comment tu te sens?» et vraiment physiquement, mentalement, tu ressens des choses et tu te dis: «Bah là par exemple je me sens, je sais pas, en colère et cetera et donc en fait, toute la scène se met en route et cette scénette vient permettre de comprendre quels sont les liens, qu'est-ce qui se joue réellement, qu'est-ce qui se joue au niveau, en fait, du transgénérationnel et de venir nettoyer ça. Donc ben, c'est généralement moi ce que je recommande quand, il y a, des thématiques, transgénérationnelles et qu'on veut, rendre la place, aux personnes, c'est d'aller expérimenter, ça pour comprendre, bah, pourquoi elles le portent et justement pour se délester de ça. Parce que justement, en fait, si elle le fait pas, potentiellement, ça va continuer à se rejouer avec, enfin, dans sa famille, tu vois? Soit avec ses enfants, soit, en fait, ça continue à sauter des générations et dans ces cas-là, ça continue à se perpétuer. Mais comme Élisabeth, est sagittaire et que le sagittaire, c'est le signe de la vérité, moi je trouve qu'il y a peut-être une quête à venir, justement libérer la parole avec ce Saturne-là qui est juste à côté, peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, effectivement quand on a un thème comme ça laisse à penser en fait qu'on peut venir jouer un rôle dans le fait de, libérer la parole. On sent bien que dans son thème, il y a quelque chose de, la vérité doit venir, sortir. Voilà. Après, libre à elle de le faire ou pas, mais en tout cas, j'aurais tendance à dire que ça peut être une bonne piste, à explorer. Il y aurait encore plein de choses à dire sur son thème évidemment, mais bon, vous l'avez compris, l'idée c'est de pas passer, 1000 ans par thème. J'espère que c'était pas trop décousu et j'espère surtout que c'est suffisamment clair. Mais au moins, ça vous montre un petit peu comment on peut aborder une thématique et se rendre compte qu'effectivement, bah oui, on voit qu'à plusieurs endroits, elle, chez elle, la thématique du frère et enfin de la fratrie est vraiment véritablement, marquée, hein. On le voit bien. Voilà, alors ça c'était pour Elisabeth. On va passer à un autre thème, on va passer au thème de Rodolphe. Alors, Rodolphe, il est venu me voir pour une autre raison. Lui, il m'a dit en gros: «Je suis au plus bas, je sors d'un burn-out professionnel que j'ai repris, que j'ai repris il y a quelques mois, donc pas facile». Donc en gros, il explique qu'il est retourné dans le boulot, pour lequel il avait fait, dans lequel il avait fait son burn-out. Donc il dit: «Bah, pas facile», en même temps on peut le comprendre. Il me dit: «Et puis disons que là, rien ne va comme je veux et tout m'énerve». Donc, il faut savoir qu'il m'a envoyé, quand j'avais demandé, ces thématiques-là, c'était le 22 janvier, donc c'était il y a un petit temps. J'espère que tu vas mieux Rodolphe, pour le coup. Mais l'idée, c'est de venir, regarder quand même ce qui pouvait se passer, ce que ça puisse déclencher, en fait, dans le thème. Bon, déjà, lui, on voit que enfin, quand on pense à burn-out professionnel, généralement, on va se dire: «OK, ça touche la maison 6 puisque c'est la maison du quotidien, du voilà, comment on gère notre quotidien et donc le travail en fait partie. Et lui, on voit que sa maison 6 est en Cancer. Je sais que Jupiter actuellement transite ce signe, comme on l'a vu dans la vidéo juste avant, enfin sur le cas juste avant, Jupiter agit comme une espèce de grosse loupe. Donc on peut sentir que le travail au quotidien, la manière dont il gère, son travail au daily va être un gros focus. Donc déjà, on voit, que sa maison 6 est effectivement, en Cancer avec le maître de la maison 6 en, Vierge en maison 6. En maison 7, pardon. Donc ça peut donner un profil généralement qui va être quand même assez, qui va donner beaucoup en fait, tout simplement. La Vierge en plus, c'est une énergie assez méticuleuse. On est dans la maison 7, la maison des autres, donc il va y avoir quelque chose de l'ordre de: «J'ai vraiment besoin, de me sentir utile pour les autres». Avec cette lune, généralement, c'est vraiment des gens qui sont guidés par la notion de service et qui vont du coup être extrêmement exigeants avec eux-mêmes parce qu'ils vont avoir besoin en fait de se sentir utiles. Pour les autres, vu que là, on est dans la maison 7 et donc c'est la maison des autres. On voit en plus qu'il a Mars, donc l'énergie, hein, de l'action, de comment il gère son action au quotidien, qui est en maison 6 en Lion. Donc ça va donner quelqu'un qui va mettre énormément d'énergie, notamment dans le travail, au quotidien, parce qu'il a besoin, en fait, de se sentir valorisé, d'être reconnu, pour, ce qu'il fait. Avec du coup des attentes qui vont être assez élevées parce que le lion, c'est cette énergie de: «Je donne beaucoup, mais à l'inverse, j'ai besoin en fait qu'on me voie en fait et qu'on m'admire quelque part». Donc c'est un lion qui va être très généreux, qui va donner beaucoup, mais qui va attendre beaucoup en échange. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer avec ces placements-là? Alors, je ne sais pas si c'est son histoire non plus. J'ai fait exprès de pas forcément, trop poser de questions pour pas me laisser, enfin voilà, pour pas me faire, biaiser.
Même si généralement je demande un petit peu plus de contexte, mais là, en gros, je me suis dit: «Voilà, je au moins je vous montre, de manière, factuelle, ce qui se passe, quand on regarde un thème astral, sans forcément avoir toutes les clés du camion». Ce qui peut se passer du coup, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui va être extrêmement exigeant avec lui-même, qui va avoir des grosses attentes et si en fait il n'a pas ça en retour, et bien ça va venir appuyer notamment sur son petit Chiron qui est là, qui est dans maison 2 en Taureau. Donc Chiron, vous vous rappelez, en sensibilité, c'est quelque chose qui va être douloureux dans le thème astral et donc, ben, en l'occurrence, en Taureau en maison 2, alors ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça peut parler notamment de valeur de soi. C'est une blessure de valeur de soi. Donc ça veut dire que avec ces placements-là, il va être extrêmement exigeant et que si en fait il n'a pas la reconnaissance qu'il souhaite, enfin qu'il estime devoir avoir, bah, ça va venir, justement, bah, le faire entrer dans une notion de crise. Et la notion de crise, en fait, on la voit bien aussi avec lui, parce qu'il a son soleil en Scorpion et les gens qui sont Scorpions sont généralement assez, marqués par une énergie d'intensité, de: «Je vis les choses de manière extrêmement intense, je donne beaucoup, je» enfin voilà, il y a énormément d'énergie qui sont mis, là-dedans et au bout d'un moment, eh ben, on peut être traversé par, une notion de crise, de là, on touche le fond, ça va plus du tout, mais c'est des choses qu'on traverse pour pouvoir venir se délester de ce qui ne sert plus et qui du coup, nous permettent de venir, être plus alignés. Bon, lui, en l'occurrence, on voit qu'en plus, il a, Uranus à côté de son soleil. Uranus donc, bah, teinte alors c'est intéressant, il est ascendant Verseau, Uranus à côté du soleil, c'est quelqu'un qui est uranien. C'est-à-dire que il va être très teinté de cette énergie, de rébellion, de d'indépendance, de besoin, alors d'être guidé pour le coup, par des choses qui ont du sens, des belles valeurs et cetera, mais aussi un certain, besoin de liberté et peut-être un problème avec, avec la notion de hiérarchie. Donc tout ça, ça fait une espèce de bombe à retardement de si à un moment donné, il se retrouve confronté par exemple à, un N+1, N+2, que sais-je, qui vont, critiquer son travail ou, se positionner en chef et venir, restreindre son indépendance, toucher à la valeur de son travail. C'est des personnalités, les gens qui sont uraniens, qui vont agir de manière aussi, très soudaine, donc ça peut venir avec les transits déclencher quelque chose d'assez radical comme un burn-out. En plus, on voit que son soleil, il est non seulement, en Lion, pardon, il est non seulement en Scorpion, mais aussi en maison 8, donc ça vient rajouter, une intensité au niveau de cette énergie du Scorpion et le Scorpion n'aime pas se sentir n'aime pas se montrer vulnérable. Donc on sent bien que c'est quelqu'un qui probablement va aussi beaucoup encaisser les choses, vivre les choses dans l'ombre puisque, le Scorpion, la maison 8, c'est ça, hein, c'est on vit les choses, dans son jardin secret mais en fait, du coup, au bout d'un moment, eh bien, on encaisse et le corps, lâche, finalement. D'ailleurs, Chiron, Taureau, maison 2, la maison 2 parle du corps aussi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Ben, on n'est pas très étonné qu'effectivement il puisse être sujet, au burn-out si, ça se passe pas bien, dans son travail et comme il le dit, dans son message, tous les nerfs, ben, en même temps, le Mars, c'est la colère. Le Lion, il peut avoir, aussi, enfin, c'est une énergie de feu, hein, qui peut prendre des dimensions, assez spectaculaires quand les choses, le touchent beaucoup. Donc effectivement, on sent que la colère peut déborder, à ce moment-là. Et d'ailleurs, on voit, hein, que son Mars touche son Chiron, donc en gros, il y a un espèce de pêle-mêle de si tu touches à sa valeur, la colère peut commencer à vraiment, à vraiment déborder. Donc bah, maintenant qu'on a fait le point, sur ça, OK, bah, très bien, mais comment on fait pour que Rodolphe se sente mieux? Rodolphe dit qu'il est retourné dans son travail et que du coup, bah, ça se passe pas très bien. En même temps, on imagine que le cadre du travail n'a pas forcément changé, alors que lui, il a forcément, changé d'une manière ou d'une autre parce que quand tu fais un burn-out, il y a des choses qui bougent en interne. Donc là, il est confronté au fait qu'il est obligé de retourner dans un endroit où il a pas été bien. Ça vient, forcément, pas mettre, des good vibes et j'aurais tendance à dire que c'est un profil très libre puisqu'on l'a vu, il est uranien. Donc, revenir dans quelque chose où, les règles du jeu n'ont pas été, les bonnes pour lui, c'est quelque chose qui forcément, va générer, une certaine frustration. Alors je ne sais pas ce que Rodolphe fait dans la vie et s'il est heureux dans sa profession. On sent bien qu'avec un milieu du ciel en Sagittaire, et étant donné que c'est un profil uranien, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir du sens, en fait, dans le travail. Le Sagittaire, c'est vraiment cette énergie de, quête de sens, de vérité, de venir, en fait, avoir, enfin, on est vraiment destiné à explorer, le monde, ouvrir son champ de vision et puis ensuite venir, pourquoi pas,
enseigner, inspirer les autres, être vraiment, dans une notion de transmission. Donc par exemple, déjà rien que si, son travail actuellement n'est pas aligné avec ça peut faire quelque chose d'étouffant où lui, en fait, ne se reconnaît pas dans ce besoin, en fait, d'avoir une vision, large, globale, enfin de venir sentir que lui apprend au quotidien. Pour pouvoir peut-être aussi venir transmettre. Là, de manière instinctive, vu que le Jupiter qui touche enfin qui est le maître du milieu du ciel, est là, hein, en Cancer, en maison 5. Cancer, les enfants, maison 5 les enfants. Peut-être qu'en fait, j'ai envie de dire, je sais pas si tu es prof, Rodolphe, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui me parle avec ça. Tu me diras sur Instagram, si ce que ça te donne. Alors ça peut parler de plein d'autres choses, hein, pour le coup. Il y a peut-être aussi une quête de sens et cette quête de sens, c'est quelque chose qui peut être extrêmement, frustrant pour toi, si tu n'y réponds pas. Et comme on sait que, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Jupiter actuellement dans le ciel traverse le signe du Cancer. Il traverse actuellement ta maison 6 et donc ça vient poser la question du sens au quotidien. Et peut-être que c'est ça du coup qui a fait aussi, bah, qui a mis le grain de sel, le grain de sable que, bah, en fait, juste qu'il y a pas de sens peut-être dans ce que tu fais. En tout cas, tu ne le ressens pas actuellement et donc c'est quelque chose qui est venu, créer un burn-out. Donc j'aurais tendance à dire peut-être viens t'interroger sur est-ce que ta profession te plaît toujours? Est-ce que c'est l'entreprise qui ne te plaît pas? Est-ce que en tout cas du coup, tu dois vraiment rester à cet endroit-là? Moi, j'aurais tendance à dire que si tu as fait un burn-out ici, il est probable que si tu restes, encore, un petit moment, tu sois confronté à d'autres problèmes. Donc j'espère que tu pourras prendre, du temps pour toi pour essayer de voir, si tu peux pas trouver quelque chose qui t'épanouit plus et qui est plus aligné. Parce que, en tout cas, avec tous les placements que tu as en Scorpion, j'aurais tendance à dire que c'est possible que tu connaisses aussi, et en plus Uranus touche ton soleil. Ça, c'est des placements de, à un moment donné, l'identité, change du tout au tout. Et du coup, peut-être que ça peut venir, parler d'une reconversion. Voilà pour Rodolphe. J'espère que vous suivez toujours, j'espère que ça vous plaît et on va passer du coup au troisième thème qui m'a envoyé un petit message parce qu'elle souffre du syndrome de l'imposteur. Donc on est très nombreux à avoir ce syndrome-là, hein. D'ailleurs, j'avais déjà parlé du fait qu'un jour je ferais un épisode sur cette thématique parce que je pense que enfin moi je l'ai, maintenant ça va mieux, mais en tout cas j'en ai beaucoup souffert, là, récemment je me suis tapé une petite crise et je pense qu'on est assez nombreux à l'avoir, donc je pense que je ferai un épisode pour expliquer vraiment quels sont les placements qui peuvent, vraiment parler de ça et quelles sont, aussi les solutions. Moi, j'entends, syndrome de l'imposteur, généralement, j'ai Chiron qui s'allume dans ma tête, hein et généralement aussi, il peut y avoir soit, des placements en Lion, soit des placements en Vierge. Je dis pas que les gens qui ont d'autres placements peuvent pas l'avoir, pas du tout, mais généralement c'est ça loupe pas, en tout cas, enfin de ce que j'ai pu voir, c'est des placements qui peuvent revenir régulièrement et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Chiron qui se trouve effectivement donc en plus dans sa maison 10, la maison du travail, la maison de la carrière. Tout à l'heure, on était en maison 6, donc c'est la maison du quotidien, de comment tu gères ton travail au quotidien. Là, on est vraiment dans la carrière. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette blessure qu'elle a, c'est quelque chose qui la touche en permanence. Pas en permanence, bien sûr, il y a des moments où ça va mieux, mais qui la touche dans la manière dont elle va venir se développer dans le secteur du travail. Et nous avons un ascendant vierge et une lune en vierge. Donc quelqu'un qui est extrêmement exigeante avec elle-même. Donc ça, c'est un bon cocktail pour avoir un syndrome de l'imposteur, je te le confirme, mais c'est pas une fin en soi, hein, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder avec, ces placements-là? Déjà, Chiron en Cancer, ça peut parler de plein de choses, mais ça peut parler d'avoir alors le Cancer, c'est un signe qui materne. Donc généralement, quand on a des placements en Cancer, on est très doué pour aller materner les autres. Par contre, quand on a Chiron dans ce placement-là, et ben ça peut donner des choses où on est extrêmement difficile avec soi-même. On a du mal, en fait, à prendre soin de nous et on va être même méchant. Heu, on va être méchant envers soi-même, on va avoir une voix, vraiment pas cool dans la tête. Hem Et la Vierge, qu'elle a elle en ascendant et avec sa lune, hein, donc l'ascendant, c'est, la vision du monde, enfin, c'est la vision. C'est la manière dont on aborde aussi, les choses, les événements, quand il y a des événements qui arrivent dans notre vie et la lune, c'est le monde émotionnel, ce dont elle a besoin, elle, pour se sentir bien. Donc en Vierge, encore une fois, je le répète parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce besoin de se sentir utile et la Vierge, c'est une énergie ultra analytique, minutieuse, pointilleuse, qui va voir, en fait, tout dans le détail. On dit que les vierges sont critiques,
Parce qu'en fait, c'est vrai, ils ont cette capacité, en fait, à voir ce que les autres ne voient pas dans le sens du détail. Alors parfois, ça peut être horripilant pour les autres, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vierges ne font pas exprès déjà, voilà, et que en fait, ce côté critique qu'ils vont avoir, c'est pas forcément pour critiquer, c'est juste parce qu'ils voient des choses qui peuvent être améliorées et donc ils vont vouloir les améliorer pour pour que ça fonctionne mieux, en fait, tout simplement. Et le truc, c'est que généralement, les gens qui font ces placements-là ont cette capacité de voir les choses autour d'elles, à améliorer, mais aussi envers soi. Et donc quand tu es vierge et que que tu passes ton temps, ah ouais, elle a son nœud sud aussi, dans ce signe-là. Donc, donc bref, elle a un gros pôle en vierge. Je ferai un épisode sur les nœuds lunaires pour vous expliquer ce que c'est, mais globalement, le nœud sud, c'est une énergie avec laquelle on est habitué à évoluer depuis toujours, qui est un peu une espèce de zone de confort non choisie, mais où on agit de cette énergie-là. Et généralement, en nœud sud, c'est les mauvais côtés du signe. Donc, le côté hyper critique, par exemple, de la Vierge, hyper rigide, hyper, cadré et cetera, et qui va donner une sorte d'immobilisme, en fait, finalement. Et le but, c'est d'aller vers son nœud nord, donc qui est dans l'énergie radicalement opposée, donc là, en Poisson. Mais voilà, donc on sent qu'elle, nœud sud, ascendant, Lune, c'est quelqu'un qui probablement est extrêmement critique avec elle-même. Et qui a de très hautes exigences et qui, avec son chiron, du coup, en Cancer, en maison 10, a l'impression que globalement, elle réussira pas, enfin, à atteindre les objectifs qu'elle se fixe et qui, du coup, peut être extrêmement, méchante avec elle-même. En plus, on voit qu'elle a Mars, donc la capacité d'action, hein, je le redis, qui est juste à côté de son milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est la direction qu'on veut prendre dans la vie pour être reconnu. Ça parle de notoriété, de réputation, de ce qu'on va léguer, en fait, au monde derrière nous, tu vois? Et donc, ben, elle, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mis pour venir réussir. Donc elle, son Mars, il est pas dans la maison 10, il est dans la maison 9. Ça veut dire que globalement, en gros, c'est même pas réussir dans, sa carrière, c'est, pour le coup, réussir à s'élever, dans sa vie. Maison 9 et Gémeaux, ça peut donner quelqu'un qui va vouloir apprendre, énormément. Peut-être, je sais pas, dans l'enfance, elle a eu des problématiques, hein. On voit, pour le coup, maison 3, donc maison 3, qui parle, tout à l'heure, je disais pour la fratrie, mais c'est un moment qui peut parler aussi de l'école primaire. On est en Scorpion, il y a Pluton dedans. Peut-être qu'elle a vécu des moments qui étaient pas faciles dans son apprentissage. On voit que son fond du ciel est en Sagittaire. Heu, Peut-être que, sa famille, avait des grandes, attentes, ou enfin, en tout cas, un attachement, au savoir, parce que le Sagittaire, c'est ce signe-là qui est vraiment, en lien avec le savoir, enfin voilà, tout ce qui va traire à, le domaine de l'intellect, de la philosophie, de la spiritualité. Enfin, il y a une notion d'élévation là-dedans, donc ça peut donner peut-être aussi une famille où il y a des très hautes exigences ou alors, en tout cas, il y a un sujet autour, du sujet de la connaissance et peut-être que du coup, elle se met une pression, «Je sais pas assez de choses, je dois apprendre plus», et comme on est en Gémeaux et que c'est une énergie qui est dispersée, peut-être qu'elle met énormément d'énergie aussi pour, découvrir plein de sujets, se former à plein de sujets, mais qu'elle a l'impression qu'en fait, elle reste toujours en surface et donc ça vient en fait, nourrir, ça vient nourrir en fait son syndrome, de l'imposteur. Heu, Surtout qu'on voit que son chiron, hop, je vais cliquer là normalement. Ah bah non, mais je clique pas au bon endroit. Voilà. Son chiron, il vient toucher, directement, son soleil, donc l'estime qu'elle a d'elle-même, enfin vraiment l'image qu'elle a d'elle. On voit qu'il touche aussi, tout son pôle là en maison 4. Moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement alors, bien sûr, je suis pas du tout en train de dire que c'est de la faute de ses parents, mais quand on a chiron en Cancer, ça peut être en lien avec, la figure maternelle. Il tou elle son Ça touche aussi son soleil, donc potentiellement la figure paternelle. C'est pour ça que je parlais, en fait, de la famille et là, on voit qu'il y a toutes les grosses planètes qui sont, dans la maison 4 qui parlent des racines. On sent que potentiellement, effectivement, cette blessure, elle vient, en fait, de l'éducation d'une certaine manière ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est peut-être passé, en lien avec sa famille qui fait qu'aujourd'hui, ça vient appuyer là-dessus. Et puis, au-delà de ça, de la famille, il y a même aussi toute une thématique autour de l'autre parce que son soleil est dans la maison 7 et quand on a un soleil en maison 7, généralement, on construit notre identité à travers le regard de l'autre. Le regard de l'autre a vraiment une importance, centrale et donc on voit bien avec ces traits-là que, bah, justement, en gros, c'est pas très étonnant qu'elle ait ce syndrome parce qu'elle a pour elle, elle pourrait ne jamais se sentir, suffisamment bien, en fait, pour être reconnue.
Et on voit bien d'ailleurs que son soleil aussi vient toucher, hein, donc ce pôle dont je parlais, donc peut-être qu'il y a eu aussi à un moment donné un espèce de point de rupture, avec, le schéma familial et qu'elle, elle se sent peut-être marginalisée, peut-être qu'elle se sent, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de quand ton soleil touche, Uranus, de l'ordre de la révolte, du fait de vouloir faire, complètement différemment. Donc peut-être qu'effectivement, elle a été élevée aussi dans une vision qui n'est pas aujourd'hui la sienne, et que ça vient aussi, créer un décalage entre, l'univers dans lequel elle a été élevée et aujourd'hui, elle, ce qu'elle incarne. Alors qu'avec ces placements-là, au milieu du ciel, avec, Jupiter pas très loin de son Mars, enfin, on sent que pour le coup, il peut y avoir de très, très belles choses à faire. Elle a un milieu du ciel en Gémeaux, donc la question de la connaissance, de la transmission, du lien, de créer des liens, avec les autres et cetera. Ça peut être pour le coup un, hem quelque chose dans lequel elle a beaucoup de facilité et avec tout son pôle aussi en maison 7, on sent que, bah, l'autre est important, mais c'est aussi un domaine dans lequel elle peut, rayonner, le lien à l'autre. Donc elle a plein de belles choses à faire pour le coup. Mais c'est juste qu'il faut qu'elle apprenne en fait finalement à se donner aussi beaucoup d'amour, à venir, travailler peut-être aussi sur, la rigidité de ses placements en Vierge, de venir peut-être justement du coup connecter à cette énergie en face, d'une Nord pardon, qui est en Poisson, c'est-à-dire une énergie où on est beaucoup plus dans le, lâcher prise, dans, l'amour inconditionnel, de venir arrêter de se juger et de venir, s'aimer comme elle aime les autres en fait, et du coup, venir, aussi, en fait la Vierge, je suis dans Vierge, ça me fait penser à, tu vois, ces gens qui vont être trop dans le côté de, j'attends, d'être dans le côté, parfait pour pouvoir agir. Et tant que c'est pas parfait, j'agis pas et donc je passe à côté d'opportunités aussi parce que, bah, en fait, j'étais trop occupée à me dire que j'étais pas prête et cetera. Donc j'aurais tendance à dire que, voilà, il faut que peut-être elle lâche prise un petit peu sur, tous ces biais qu'elle peut avoir, qu'elle vienne, du coup, se rendre compte de ses capacités plutôt que de se concentrer avec, la loupe de la Vierge sur tout ce qui va pas. Mais je sais qu'actuellement elle vit des transits qui vont l'aider pour ça. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que Chiron, il est donc encore en Cancer. Donc comme vous l'avez compris, parce que ça fait plusieurs fois que je le répète, Chiron, Jupiter actuellement est en Cancer. Donc ça veut dire qu'au début de l'été, Jupiter est passé sur son Chiron. Donc là, c'est venu appuyer sur sa blessure. Mais c'est venu aussi peut-être l'aider d'une certaine manière à s'en libérer. Parce que Jupiter, il appuie, mais c'est pas, j'appuie sur un bouton, juste pour, pour faire chier. C'est aussi pour vous venir, vu que Jupiter est passé sur son Chiron, ça veut dire qu'il s'est mis en opposition avec, Uranus. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose à venir libérer là-dessus. Peut-être au niveau du regard familial, enfin voilà, il faudra qu'elle nous dise, hein, mais il s'est forcément passé quelque chose au courant de l'été, autour de sa blessure et je sais que là, actuellement, donc ben, elle, on voit, hein, son soleil, il est au degré 1 du Bélier. C'est vrai que j'ai pas fait d'épisode de podcast où je parlais de cette conjonction, mais j'en ai parlé sur Instagram. Actuellement, on est en train de vivre quelque chose d'assez important dans le ciel, puisqu'on a Neptune et Saturne qui sont au degré 0 du Bélier, viennent de changer de signe alors que c'est des planètes, lentes, donc ça vient changer, les perspectives. Là, on est en train de changer de paradigme et les gens qui ont des placements dans les premiers degrés du Bélier ressentent cette conjonction extrêmement fort. Donc elle, elle l'a pile sur son soleil. C'est-à-dire que là, elle est en train de se prendre les 2, les 2 en sandwich sur son soleil et ça vient à la fois, avec Saturne, la faire travailler sur, une énergie de, prise en maturité, de responsabilité, de: «Allez vas-y, j'y vais maintenant, j'incarne ce bélier qui, passe à l'action et vient, réaliser ses rêves» et Neptune qui vient, dissoudre aussi des limitations qu'elle pouvait ressentir. Tout ça se passe, vu qu'elles sont là, hein, donc on le voit, hein, c'est au carré de son tout ça se passe au carré de son chiron. Donc en fait, là, elle est en train de vivre un moment où il y a une dissolution de, elle, son identité, comment elle se perçoit, cette blessure qui vient la toucher directement, et qui peut-être du coup vont lui donner un nouvel élan. Parce que là, comme on est avec cette énergie du degré 0 du Bélier, c'est le premier. Bah, c'est le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc ces 2 planètes sont vraiment au tout début du zodiaque. On est en Bélier, donc une énergie de feu, une énergie d'initiation en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer et pour elle, ça se passe sur son soleil, son identité, donc il y a quelque chose qui est en train de, pour le coup, venir complètement là, l'aider à se transformer. On dissout les choses qui sont limitantes
et on vient prendre, la place, qu'on est censé prendre en passant à l'action et en réalisant peut-être des rêves elle avait envie de réaliser. Donc en fait, finalement, c'est drôle parce qu'il y a pas de hasard, hein, dans la vie. Elle m'envoie cette histoire de syndrome de l'imposteur. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va se résoudre là avec ce qu'elle est en train de vivre. Ça va être inconfortable, mais pour en avoir parlé avec elle sur Instagram, je sais que pour le coup, elle le sent, cette espèce de truc de Saturne, en fait, là et Neptune, ça donnait un espèce de truc de, à la fois, je me sens limitée, frustrée d'une certaine manière, Saturne, mais en même temps, tout est possible avec l'élan de Neptune et donc il y a un espèce de voilà, de mixed feeling, et là, ça a donné une espèce de propulsion à un moment donné, les 2 vont se séparer. La limitation, on va moins la sentir, on va juste sentir l'élan et feu, quoi. Donc go girl. On va changer de thématique parce qu'on va partir avec, cette fois-ci, le thème d'un enfant. Donc là, on est sur une maman qui, en gros, m'a dit: «Concernant mon fils, comment répondre aux besoins émotionnels? Comment le cocooner pour qu'il puisse être moins dans l'exclusivité avec son entourage?» Donc, on est sur un petit bonhomme, hein, qui a 6 ans, enfin qui va avoir 6 ans, et donc, c'est vrai que quand on regarde le thème d'un enfant, moi généralement ce que je fais, c'est que je commence toujours par la lune. Parce que bon là, il a 6 ans donc, bon il commence à pouvoir, s'exprimer et cetera. Mais les enfants, c'est beaucoup plus, c'est très lié aussi au monde émotionnel, puis la lune représente l'enfance. Donc c'est vrai qu'un des marqueurs importants dans le thème d'un enfant, ça va être la lune. On voit que sa lune, elle est en balance. Pour le coup, les enfants qui ont la lune en balance, enfin les gens qui ont la lune en balance, c'est des gens qui vont être extrêmement sensibles à la notion de paix et d'harmonie. Donc des enfants qui vont être extrêmement sensibles à l'ambiance environnante. Hem On sent que c'est des gens qui sont très, qui vont rechercher la paix et qui du coup, cet enfant sera par exemple peut-être dans la famille celui qui en permanence voudra, réconcilier quand il y aura besoin de réconcilier, enfin en tout cas qui va être sensible à, l'ambiance familiale, comment ça se passe. D'autant qu'il a son soleil en Taureau en maison 4 donc très attaché, à la notion de racines et d'ancrage familial et donc on sent bien que alors c'est intéressant parce que cette lune, en soi, elle est en maison 9 aussi. Dans tous les cas, son thème, il est un petit peu, enfin vous allez voir, il est intéressant parce qu'il est à la fois entre ancrage, familial et en même temps aussi envie de prendre sa place par lui-même. C'est-à-dire que on a le soleil en Taureau. Donc c'est une énergie de terre, une énergie qui a besoin d'aller, tout en douceur, tout en lenteur, qui a besoin de ses repères, de sa routine. C'est un enfant qui va aimer, que voilà, chaque chose soit à sa place, que, il sache globalement, où il va, qu'il ait une espèce de routine, qu'il ait un cocon, dans lequel il puisse, se réfugier. C'est aussi un enfant qui va être sensible, tout ce qui va attraire aux 5 sens, donc qui va peut-être bien aimer manger, qui va aimer, les choses douces, les jolis paysages, le contact avec la nature, les choses qui sentent bon. Ça, c'est des choses qui peuvent lui faire du bien. On sent que, comme son soleil est en maison 4, la famille est important. Le fait d'avoir, un foyer, solide, sécurisant, où il sent qu'il peut venir, s'épanouir à son rythme, ça va être important pour lui. D'où le fait que peut-être il est aussi exclusif, parce que en fait, c'est généralement des placements qui vont être très, très attachés à, ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent et donc là, lui, en l'occurrence, ce qu'il possède, c'est sa famille. Donc ça, c'est intéressant. Pour autant, on voit que, il a Uranus à côté. Alors Uranus, c'est une planète, comme on l'a vu, hein, qui apporte aussi une forme de besoin d'indépendance, de faire les choses à sa manière. À la fois avec l'énergie du Taureau, c'est un enfant qui va avoir besoin, d'être dans des standards assez, classiques, enfin qui va être pas besoin, mais qui va être dans des standards à la fois assez classiques et en même temps, Uranus, lui donne un espèce de vent de, «Ouais, mais peut-être que tu vas parfois, par moment, avoir des choses qui vont complètement te sortir de ta vision et qui vont t'inviter à faire les choses complètement différemment». Donc on sent que c'est un enfant qui est entre 2 énergies et qui du coup va avoir besoin qu'on respecte ça. C'est-à-dire qu'il faudra comprendre qu'il y a des moments où il a besoin d'aller lentement et d'être dans cette énergie, du taureau, de «j'ai besoin d'être rassuré» et à la fois il y a des moments où il va être plus dans son énergie, uranienne. En plus il est ascendant Sagittaire, donc une énergie, d'indépendance où il va vouloir faire les choses par lui-même, à sa manière, avec son grain de folie, hein, avec Uranus et il faudra pas le le juger et donc, c'est sûr que peut-être que parfois, en tant que parent, vous saurez pas trop dans quelle énergie il est et cetera. Mais petit à petit, vous allez prendre vos marques et vous allez vous rendre compte que, voilà, ça fait partie de lui d'avoir ces 2 facettes.
C'est un enfant qui, comme je le disais aussi, va avoir besoin de se sentir, rassuré. On voit qu'il a, Mercure juste à côté. La communication va être extrêmement importante. Comme on l'a vu, le Taureau, il aime bien son ancrage, il aime bien être rassuré. Uranus en maison 4, ça peut donner aussi des choses où on va, déménager. Et donc, par exemple, si, dans la famille, vous avez des projets à un moment donné de déménagement, et alors Uranus en maison 4, c'est pas que ça, mais si, par exemple, vous décidez de déménager, ça va être hyper important pour lui que vous communiquiez sur, tout ce qui se passe, que vous le préveniez en avance, en amont, pour qu'il tente de se préparer au fait qu'il va changer de cadre de vie. Parce que à la fois ascendant Sagittaire, Uranus, il arrivera très bien à reprendre ses marques probablement, par la suite, mais ses fondations vont être ébranlées et pour un enfant qui est Taureau, c'est extrêmement, sensible comme point. Donc voilà, juste la communication avec Mercure juste à côté de son soleil, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aussi un dernier petit point que je pourrais dire, sur son thème qui est assez intéressant je trouve, c'est qu'il a son nœud sud en maison 1 en Capricorne. Je pense que c'est un enfant qui va être, qui va peut-être se mettre une certaine exigence. Généralement, les placements en Capricorne, c'est des gens qui très jeunes se sentent, déjà comme des mini adultes quelque part et qui du coup vont porter énormément de sérieux, de responsabilité. C'est comme si en fait avec ce nœud sud, il avait ce côté de: «Je me débrouille un peu tout seul». Donc ça, on l'a vu, hein, pour le coup, on le retrouve avec les autres placements. Mais lui, ça va être important aussi de venir lui faire comprendre qu'il a le droit d'être, un enfant, voilà, d'être dans son nœud nord, en Cancer et de pas tout le temps en fait d'être, celui, qui s'occupe d'eux. Il a le droit aussi, d'être, cocooné, materné, c'est lui l'enfant et donc c'est un petit peu important de lui faire comprendre qu'il n'a pas toujours à être si sérieux. Mais ouais, il a un thème intéressant parce que c'est vrai qu'il est vraiment entre ses énergies. À la fois, il a son Mars en Verseau qui rejoint, hein, son placement, Soleil-Uranus. Je pense que c'est un petit enfant qui va être à la fois très indépendant, mais qui a vraiment besoin de son ancrage et donc ça va être important de venir, lui apporter, la juste, dose entre justement, «Je prends soin de toi, tu es un enfant, je t'accompagne à ton rythme et à la fois je te laisse expérimenter le monde» parce que c'est comme ça qu'en fait il va grandir et les 2 sont tout aussi importants pour lui. Peut-être aussi un petit point, je sais pas s'il a des frères et sœurs ou si c'est un projet, mais on voit que, Mercure est juste à côté de son soleil. Chiron maison 3 aussi, je pense que c'est un enfant où s'il y a d'autres enfants, il a besoin de sentir qu'il a toute sa place quand même, ça peut faire des enfants qui sont un peu, sensibles justement à la place par rapport, aux frères et sœurs, donc ben, de bien lui rappeler que sa place est importante. Et on arrive à la dernière, thématique. Alors là, je suis fan. Je suis fan parce que donc Claire, elle est venue avec une thématique que je trouve, hyper intéressante et je vais vous la lire et je vais vous montrer après un petit peu le déroulé de ma pensée, mais j'ai adoré travailler sur ce thème. Ne vous vexez pas les autres, j'ai adoré travailler sur votre thème aussi, mais vous allez comprendre. Donc Claire, elle nous dit: «J'ai un rapport obsessionnel aux hommes qui fait que quand je rencontre un homme, je ne peux penser à rien d'autre. Ça me prend toute la tête, je n'arrive pas à penser à autre chose, ni même à me concentrer sur mon travail. Je passe mes journées à fantasmer, jusqu'au mec suivant. Et je vis la moindre chose anecdotique avec une intensité incroyable, comme si c'était hyper important.» Donc déjà, j'ai vu ça, je me suis dit: «OK, la meuf, elle a des placements en Scorpion». Parce que le terme obsessionnel, tout le rapport au sexe, et cetera, c'est complètement lié à l'énergie du Scorpion. Donc, comme on le voit, Claire, effectivement, elle a son soleil en Scorpion et elle a Pluton à côté de son soleil. Pluton, c'est la planète qui maîtrise le Scorpion. Il est à domicile, du coup, puisqu'il est en Scorpion et il est collé à son soleil. Donc ça, c'est des placements qui font que c'est une personne qui est plutonienne et qui du coup est extrêmement concerné par l'énergie du Scorpion, à savoir cette énergie donc très obsessionnelle, très en lien avec la sexualité, très profonde, très deep, très, j'adore. Dit la meuf qui a globalement les mêmes placements. C'est pour ça, on se sait Claire, I know, I know. En plus, hein, on voit que son soleil et Pluton sont à côté de son milieu du ciel. Quand il y a des planètes comme ça qui sont à côté d'un angle, donc les angles c'est, ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel. C'est que c'est des planètes qui sont ultra importantes. Donc là, en l'occurrence, on a le Soleil, on a Pluton. Pluton à domicile en Scorpion. On est sur une énergie qui est quand même assez chargée. En plus, non contente d'avoir ses placements en Scorpion, elle a plusieurs planètes, et son nœud sud et Lilith en maison 8, qui est la maison qui est, en lien avec l'énergie du Scorpion. Donc là, on est sur une personne, pour le coup, effectivement, je peux comprendre que tu aies cette problématique-là. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ces placements, c'est que donc dans son identité, Claire, elle va être traversée par, des moments d'intensité effectivement, son soleil
conjoint à Pluton en Scorpion, c'est quelqu'un qui va passer sa vie, en fait, à être traversé par des moments extrêmement intenses où elle va se transformer, probablement. Probablement que son image publique va être extrêmement impactée aussi d'ailleurs. Mais là n'est pas la question. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est une personne qui est effectivement tout en intensité. Quand on regarde par exemple la thématique relationnelle, puisque là on parle donc de relations, on va pouvoir voir qu'elle a Vénus en Balance, mais en maison 8. Donc Vénus en Balance, c'est une Vénus qui est à domicile aussi, qui va être extrêmement aussi, intéressée par le relationnel, puisque Vénus est la planète qui dirige les relations, la manière dont on va lier notre lien à l'autre, notre langage amoureux, j'arrive plus à parler. Mercure rétrograde, puis ça fait 3 heures que je suis en train de parler, donc je galère un peu, désolée. Mais en tout cas notre langage affectif et donc on est en Balance. C'est une énergie aérienne pour le coup qui donne quelque chose d'assez léger, de très romantique, probablement effectivement, le fait de pouvoir, s'enticher assez facilement ou de vouloir être dans des jeux aussi parce que c'est une Vénus qui va être assez joueuse, qui va aimer draguer, qui va aimer plaire en fait tout simplement. Et comme on est en maison 8, ça va donner quelque chose où les relations vont être extrêmement impactantes pour elle, venir en fait la faire travailler en profondeur sur des choses. Elle va rechercher en fait des relations qui à la fois sont certes légères, mais sont globalement des relations d'âme à âme qui vont l'aider en fait à se transformer. C'est des relations qui vont être très importantes. Ce qu'on peut regarder aussi pour les relations, c'est la maison 7. Donc en maison 7, on est en Cancer. Bon là-dessus, je vais pas m'étendre 1000 ans parce que c'est pas forcément le truc qui va être le plus important. Le plus important, c'est que le maître de sa maison 7, c'est la Lune, puisque la Lune maîtrise le Cancer. Et là, la Lune, elle est en Vierge, en maison 8. Et moi, ce pôle-là, je me suis dit genre: «Waouh, c'est trop intéressant». C'est trop intéressant parce que en fait, en lisant sa problématique, j'y ai pas forcément pensé, mais en regardant son thème, ça m'a sauté aux yeux. On est à nouveau dans une thématique transgénérationnelle. C'est-à-dire que je me suis dit: «Bon, en fait, comment tu fais, quand tu as une thématique comme ça?» Quand tu es plutonien, généralement, bah, en fait, je peux pas te dire genre, «Bah, écoute meuf, il y a pas de solution, tu penseras toute ta dès que tu auras effectivement un crush, sur quelqu'un et avec Vénus en Balance, ils peuvent être nombreux. Enfin, ça peut arriver assez fréquemment. Et bah, tu vas être dans cette obsession et en fait, il y a rien à faire. Et ben non, parce qu'en fait, on est sur une thématique transgénérationnelle, donc on peut venir travailler sur le transgénérationnel pour venir apaiser un petit peu ça. Donc pourquoi je parle de transgénérationnel? Bah, à nouveau, hein, on voit, hein, la maison 8 elle est chargée, la maison 12 elle est chargée aussi et on a des placements qui sont assez marquants de, le nœud sud qui pour rappel est certes, tout à l'heure je l'évoquais comme le bagage avec lequel on arrive, l'énergie, avec lequel on évolue depuis qu'on est jeune, mais c'est aussi en lien avec le transgénérationnel ou nos vies passées. Moi personnellement, c'est pas que je crois pas à l'astro-karmique, pas du tout, j'aime bien, mais c'est moins quelque chose que je maîtrise. Je préfère regarder le transgénérationnel parce que c'est plus concret. On voit que son nœud sud, il est conjoint à Lilith, hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a une thématique, vu qu'on est dans la maison 8, hein, une thématique qui, comme je le disais tout à l'heure, parle des choses qui n'ont pas été digérées qui, sont en lien avec la honte et c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai pas forcément évoqué, mais la maison 8, c'est une maison qui, comme je le qui aborde, en fait, toutes les choses qui sont tabous, en fait, dans notre société. Donc on va retrouver la mort, le sexe, l'ésotérisme aussi d'ailleurs, mais tout ce qui va être un petit peu, de l'ordre de, «j'assume pas». Cette Vénus, elle est intéressante aussi parce qu'on voit qu'elle touche, Neptune, heu, elle touche Neptune, bon, elle touche tout enfin, ce pôle-là, mais moi, là, ce qui m'intéresse, c'est Neptune. Ça peut donner aussi quelque chose de l'ordre du fantasme. Elle parle du fantasme, en fait et c'est vrai que Neptune a trait à la rêverie, on se crée un monde. En plus, elle l'a en maison 12, donc Neptune est très forte dans cette maison qui est la sienne. Donc en fait, ça donne une Vénus qui peut, assez facilement tomber amoureuse et vraiment rentrer dans une sorte de fantasme. On voit qu'elle fait face à Mars qui parle de la sexualité et qui du coup est en Bélier, donc pareil à domicile, hein, Mars régit le signe du Bélier. Donc l'énergie sexuelle est extrêmement marquée et donc on voit qu'effectivement ça crée, des liens, voilà, on sent que ça touche, tous ces placements-là où effectivement elle peut, dès qu'elle rencontre quelqu'un, se sentir extrêmement, attirée. Alors pas dès qu'elle rencontre quelqu'un, dès qu'elle rencontre quelqu'un qui lui plaît, être extrêmement attirée et venir du coup fantasmer énormément, cette relation et tout ce qui pourrait se passer. Donc si on en revient à ces placements-là, on voit qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose en lien avec la honte et on sent qu'il y a tout un pôle ici aussi en lien avec le transgénérationnel. Alors, prenons les choses point par point.
Lune noire conjointe au nœud sud, il y a pas de doute, en fait, elle est, porteuse d'un, schéma qui est, hérité. Voilà et qui comme c'est en maison 8, doivent être transformés. Il y a la lune aussi dans l'eau et la lune, en fait, représente soit, donc peut parler de l'enfance pour le coup, peut-être que d'ailleurs c'est quelque chose qui lui est arrivé aussi au-delà du transgénérationnel à elle, hein, dans l'enfance, qui, je sais pas, en lien, enfin voilà, je vais pas m'aventurer là-dessus parce que je l'ai pas préparé, donc je préfère pas me lancer là-dedans. Moi, je suis restée sur le transgénérationnel, mais c'est une possibilité. Mais moi, je suis partie sur la thématique de la lune, de la mère. Parce que la lune représente, la figure maternelle et que Vénus en, maison 8 peut parler d'une lignée de femmes qui a été, blessée, enfin en tout cas qui est porteuse de quelque chose, enfin qui s'est transmis. Par ailleurs, on voit que, le soleil et Pluton sont à côté du milieu du ciel, sont en maison 10 surtout et la maison 10 parle de la lignée des femmes, et en Scorpion, du coup, on est sur cette thématique, de secrets, de choses qui ne sont pas dites, hein, comme en maison 8. Choses qui ne sont pas dites, choses qui sont tabous, choses qui peuvent du coup être en lien avec soit le mensonge, le sexe, la honte en fait, de la sexualité, quoi. Ça peut être complètement autre chose aussi, hein. Ça peut être, aussi, une notion de tabou, de secret qui n'a de quelque chose qui a été tué dans la famille et c'est vrai que comme on a, Uranus, Saturne et Neptune en maison 12, alors ça peut être, à nouveau, pendant elle, la grossesse de sa mère quand elle était dans son ventre, il s'est passé quelque chose avec ces 3 planètes qui sont de l'ordre de, je sais pas moi, il y a eu une rupture ou il y a eu quelque chose qui a été marquant en fait, pour sa mère. Peut-être un point de rupture, quelqu'un qui est parti, faut voir. Mais en tout cas, ces placements-là, ça peut donner quelque chose de choses, tabous comme par exemple, je sais pas moi, la grand-mère qui part avec un autre homme. Et donc ça couvre, la famille de honte, on n'en parle pas, enfin, tu cette aventure-là et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il se passe quelque chose de l'ordre du secret, dans une famille, ce qui est tu, au début, n'a pas forcément d'impact, mais à la troisième génération, commence à ressentir sous forme de symptômes. Donc je dis pas que c'est arrivé 3 générations avant, je dis juste que dans sa famille, c'est possible qu'il se passe quelque chose. Quand je dis symptômes, c'est que généralement ça devient, carrément, physique. Donc là quand même ça a l'air d'être assez, marqué chez elle, donc peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui s'est passé, plus haut. Mais peut-être que c'est un quelque chose aussi, qu'elle a juste vu en lien avec sa mère, hein. Peut-être ça peut être quelque chose d'extrêmement simple ici avec, je sais pas moi, sa mère lui a dit quand elle était petite que le sexe c'était mal. Avec la Vierge, on est dans une notion de pureté. Donc ça peut donner des choses on parle pas de sexualité, c'est sale, mais voilà, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a un truc de transgénérationnel avec un secret autour de quelque chose qui a pas été digéré, ouais, un tabou dans la lignée des femmes, soit autour de la sexualité, soit autour d'une romance, d'une romance taboue, en fait. Ou alors d'une romance qui n'a pas pu aboutir et qui, du coup, devient une obsession parce qu'on n'a pas pu l'assouvir, en fait. En tout cas, c'est des placements où on sent que la famille, il y a l'ombre de la maison 8 sur cette famille-là, donc avec toutes les thématiques, que ça peut apporter. Ça me fait penser, vu que la maison 8 commence en Lion et que, du coup, le maître de la maison 8 est au milieu du ciel, ça peut donner, quelque chose où, la réputation effectivement a été touchée, la réputation de la famille a été touchée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, il y a quelque chose à venir libérer parce que c'est un peu comme le thème, de tout à l'heure. On sent qu'il y a des choses, autour du transgénérationnel et que peut-être qu'elle, elle est là pour venir faire la lumière sur ça, en fait, finalement. Venir, avec cette énergie, quand on est marqué par l'énergie du Scorpion, on n'a pas de tabou, en fait. Donc on est ceux qui vont venir, creuser, en fait, dans le passé, parce que les signes d'eau sont liés au passé et le Scorpion, c'est cette énergie d'introspection, de venir creuser, en fait, venir regarder ce qui est pas beau, ce qui est sombre et cetera et d'avoir cette capacité-là de venir le transformer en quelque chose de profondément lumineux. Et du coup, si je reboucle avec le fait que tout ça, c'est lié à ton milieu du ciel, j'aurais même tendance à dire qu'à un moment donné, peut-être que tu peux te servir de toute cette histoire, de toute cette expérience et de tout ce que ça t'aura apporté pour venir, faire un travail, peut-être que dans ta carrière, tu seras amené à venir travailler sur des thématiques, en lien avec tout ça.
Parce qu'avec soleil, Pluton, conjoint au milieu du ciel, c'est pareil. Ça, c'est des énergies de transformation où je sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais potentiellement, ça va évoluer à un moment si ça a pas déjà été le cas. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire. Bon, il y aurait encore 1000 choses à dire. Je trouve que ce thème est passionnant. Merci de me l'avoir, fait voir. En plus, elle m'avait fait rire. Elle m'avait dit: «Oui, j'ai pas de tabou sur mon thème de psychopathe, tu peux y aller», quand je lui avais demandé si j'avais le droit de citer son prénom. Et je suis pas d'accord, c'est pas un thème de psychopathe, c'est juste que c'est un thème deep effectivement où il y a des belles choses à venir creuser, mais c'est parce que c'est ton rôle de venir en fait, voilà, mettre les mains dans la boue pour venir, peut-être libérer des choses et toi, ouais, tu es cette personne qui va venir, ra faire la lumière sur toute l'ombre en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir te libérer. Donc, bah, même recommandation, hein, vu que on est sur la thématique du transgénérationnel, j'aurais tendance à dire que les constellations familiales, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Je l'ai pas cité tout à l'heure aussi, mais, il y a la kinésiologie, où, on peut venir en fait, bah, c'est des choses qui sont assez perchées aussi, hein, mais genre, c'est des gens qui te touchent le poignet, qui sont capables de te raconter des choses sur, ta vie, ta famille et cetera, qui sont extrêmement, ouf. Parce qu'en fait, ça pour le coup, ça a été prouvé, hein, c'est qu'en fait, on se transmet les choses de génération en génération. Ça s'appelle l'épigénétique et donc en fait, on sait que dans notre corps, il y a, l'histoire de notre famille, elle est engrammée, quoi. Et donc, bah, ces gens-là qui te touchent le poignet, ils arrivent en fait à lire, à avoir cette lecture-là et ils peuvent venir du coup faire des nettoyages qui peuvent te permettre de juste, voilà, ne plus porter, ça et du coup avoir des relations, beaucoup plus, apaisées et saines, avec soi-même, avec les autres et cetera. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai parlé pendant longtemps, je pense que c'était peut-être à certains moments un peu technique, donc vous me direz si c'est trop difficile à suivre, je pourrais revoir le format. Peut-être que 5 c'était trop long. Peut-être qu'il faut que je fasse 3 par 3, mais que je prenne plus le temps d'expliquer qui est qui fait quoi et cetera. C'était un test, donc vraiment n'hésitez pas à me faire des retours s'il vous plaît, en commentaire, en message sur Instagram et cetera. J'ai vraiment, 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 vraiment besoin de vos retours parce que, bah, si c'était pas bien, je vais peut-être pas continuer dans cette direction-là. Le but étant de créer du contenu qui vous plaît, qui vous parle et qui vous aide à mieux comprendre l'astrologie, à mieux vous comprendre vous. Donc vraiment n'hésitez pas, tout retour est bon à prendre, je me vexerai pas. Vraiment, je me vexerai pas. Et si vous avez aimé l'épisode, pareil, un petit like, un petit commentaire, envoyez-moi du love parce que voilà, c'est important pour mon référencement et puis même pour moi, pour mon moral. Donc n'hésitez pas et voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui sera probablement du coup une interview, hein, pour le retour et puis d'ici là, bah, on se voit sur Insta et cetera donc on se quitte pas. Ciao!